Chers étudiants, bonjour. Pour rappel, ceci est l'enregistrement des cours en ligne qui concerne le module création et développement de start-up à destination des étudiants de L3 à l'université de Gigel. Et aujourd'hui, il est question du quatrième cours de ce module de création et développement de start-up appelé le chapitre appelé aspect technologique. En effet, dans les chapitres précédents, nous avons pu voir, en ce qui concerne les startups, déjà une introduction de ce que c'était qu'une startup et quelle différence il y avait par rapport à des commerces classiques, à des projets de business classiques. Nous avons aussi vu l'aspect humain, c'est-à-dire que la composante humaine d'une startup, en démarrant des fondateurs, comment devaient être les fondateurs, quel devait être le profil du CEO, du PDG, ainsi qu'on a discuté un petit peu de comment fallait-il recruter de nouvelles personnes au sein de la startup. Pour ce qui est du troisième chapitre, nous avons vu les idées et stratégies possibles pour la startup. On n'est pas entré en profondeur. Peut-être qu'après, je rajouterai un bonus sur ce qui concerne le BMC, vu que le BMC est devenu un élément important dans l'université pour ce qui est de la création de start-up dans le cadre du diplôme start-up. Je vais peut-être rajouter un cours bonus non concerné par les examens. Et, euh, et maintenant, une fois qu'on a vu l'aspect commercial, l'aspect humain de la start-up, je vais me focaliser sur les start-up qui concernent les L3 en informatique, qui sont les start-up informatique, bien que un étudiant en L3 informatique ne soit pas forcément obligé de travailler dans un domaine informatique. Il peut très bien créer une start-up dans le domaine biotechnologique, il peut très bien aller vers de l'industriel. Évidemment, hein, dans l'équipe fondateur, je conseille très fortement à ce genre d'étudiants d'avoir avec eux dans l'équipe fondateur des spécialistes des domaines dans lesquels ils souhaitent se lancer dans leur start-up. Mais pour ce cours, je pars du principe que c'est une start-up informatique qui va développer un produit informatique. Et par produit informatique, j'entends une plateforme en ligne, une application mobile ou carrément un logiciel à installer dans le desktop et qui est en rapport avec les services. Donc, que ce soit du e-commerce, que ce soit un ERP pour de la gestion ou autre, que ce soit un jeu vidéo, un antivirus, un logiciel qui optimise un métier quelconque, etc. Pour aller plus précisément, peut-être que dans ce domaine, dans ce chapitre, on n'aura pas vraiment le loisir d'explorer tous les aspects technologiques de ce que je viens de d'énumérer. Mais je vais peut-être me focaliser sur les plateformes en ligne et les applications mobiles. Pourquoi les plateformes en ligne? Parce que ça semble être le modèle le plus répandu pour la startup. La plateforme en ligne, elle a beaucoup d'avantages. Elle a beaucoup d'avantages. Premièrement, avoir une plateforme en ligne, technologiquement, ça permet de livrer très rapidement de nouvelles mises à jour aux, aux clients. Ça permet de contrôler très très bien la licence d'utilisation des clients de notre logiciel, vu que de toutes les façons, ils sont obligés à se connecter à vos serveurs, de se connecter à vos serveurs à chaque fois qu'ils veulent utiliser votre produit. Et troisièmement, ça vous permet de mettre en place un business model très à la mode et très lucratif, qui est le business model de l'abonnement. Ça veut dire que le client va payer peu, mais régulièrement. C'est-à-dire qu'il pourra s'engager avec votre logiciel parce que vous n'allez pas lui demander beaucoup d'argent dès le départ, mais plutôt vous allez lui demander un petit peu à chaque fois. Et avec la promesse de pouvoir arrêter si cela ne lui convient pas. Et comme je vous l'ai expliqué dans le chapitre précédent, dans le cours précédent, c'est très difficile si vous allez dans du B2B, parce que c'est exactement ce que je conseille à tous les jeunes étudiants. Il faut éviter un peu le B2C parce que c'est un océan rouge. Là, je suis en train d'utiliser les notions que j'ai expliquées dans le passé. Le B2C, en général, c'est un océan rouge. C'est-à-dire que quelle que soit l'idée que vous allez avoir, il y a toujours quelqu'un, ou même une dizaine de personnes qui ont eu l'idée avant vous, qui ont créé le produit a échoué, et maintenant, le projet fait partie du cimetière des projets B2C.
Et je peux vous dire que beaucoup de personnes tentent le projet B2C. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut éviter le B2C. Un, parce il y a déjà de la concurrence, il y a déjà des clients établis, enfin, il y a déjà des plateformes établies dans tout ce que vous pouvez imaginer, hein. Il y a déjà des, des clients, enfin, des startups établies ou des entreprises, de grosses entreprises établies qui vous sera très difficile de concurrencer. Deuxièmement, parce que vous ne pourrez plus appliquer les business models de l'abonnement, etc. C'est compliqué de faire un business model de l'abonnement vu que, en général, l'Algérien refuse le paiement en ligne et on ne peut pas se permettre de faire de l'abonnement par du cash out delivery parce que on peut pas, pour aller récupérer l'argent physiquement, de 100 000, 300 000, 1 million de clients si vous avez de la chance, c'est très 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 difficile. Alors qu'avec du B2C, B2B plutôt, vous n'allez pas avoir 100 000 clients. Vous allez avoir 40, 50. Si vous avez de la chance, vous allez avoir 100 entreprises qui utilisent votre système. Ces entreprises n'ont aucun problème à utiliser le paiement en ligne parce que c'est important pour elles et elle a des manières de récupérer l'argent si jamais il y a un problème. Donc, c'est tout bénéfice de travailler en B2B. Vous pouvez faire un modèle d'abonnement. Les entreprises sont sérieuses, elles vont payer parce que tout simplement, elles n'ont pas le choix. Elles ne peuvent pas se permettre de ne pas payer un service qu'elles utilisent quotidiennement dans leur activité. Si le service s'arrête un jour, c'est l'entreprise qui pourrait s'arrêter. Donc, ils seront très pointilleux sur le paiement. Bon, c'est pas toujours le cas. Il y a certains clients qui, malgré tout, il a beau faire mine, mais c'est le couche. Mais en général, la seule menace de couper le service suffit à ce que le client Hada paye ou paye au moins une partie de ce qu'il vous doit. Autre chose, les entreprises sont très fidèles par rapport au site, au consommateur quelconque. Un consommateur quelconque peut vous changer en une seconde si jamais quelqu'un vend moins cher que vous propose quelque chose de mieux. Alors qu'une entreprise, c'est très difficile pour elle de changer de fournisseur technologique, même s'il y a un concurrent qui propose mieux et moins cher. C'est-à-dire qu'il va falloir reformer tout le monde dans la nouvelle technologie, ça se demande du temps. Il faut faire une transition et l'entreprise pourrait s'arrêter pendant la transition et faire perdre de l'argent. Donc le client aura plus tendance à essayer de vous mettre la pression pour rattraper votre retard par rapport à la concurrence plutôt que de chercher à basculer vers un autre concurrent. C'est très difficile. Donc la plateforme en ligne, l'abonnement comme business model, je pense que c'est la formule la plus adéquate si vous voulez vraiment gagner de l'argent en faisant ce genre de métier. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, une fois n'est pas coutume, un diaporama, un genre de PowerPoint qui va parler des aspects technologiques. Parfois, je devrais passer par la case Internet pour vous montrer comment installer certains logiciels, etc., si jamais cela s'avère nécessaire. Voilà, donc, quatrième cours, aspect technologique pour la startup. Euh, Rapidement, il y a une petite table de matière. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cours? Bon, ce cours sera sûrement divisé en plusieurs parties. Je préfère ne pas avoir une vidéo qui contient 2 heures, 1 heure et demie. Par conséquent, sûrement que je vais un petit peu diviser la vidéo en plusieurs parties. Donc, ça, c'est la partie 1 du cours 4. Je vais vous présenter un cas d'entreprise. Est-ce que c'est réel, est-ce que c'est effectif? Ça, c'est pas important, mais on va imaginer une entreprise et on va voir quels sont les produits qu'elle va proposer. À partir de là, on va se mettre à imaginer quel type d'architecture faudrait à cette entreprise pour pouvoir fournir les produits qu'elle propose, qu'elle veut proposer. Et par architecture, on va sûrement aller vers une architecture front-end, back-end. C'est quelque chose d'assez classique, front-end, back-end. Et je vais détailler un peu qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le front, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le back. Si jamais il y a nécessité de faire une application mobile, je vais un petit peu digresser sur quelle technologie on va utiliser pour développer du mobile. Toute entreprise aura besoin de faire des scripts, que ce soit pour gérer le serveur ou pour automatiser des tâches. Je vais aussi discuter un peu de scripting, comment gérer le code, le Git, les logiciels de versionnage de code, etc.
comment gérer les projets et au final, comment gérer les logs pour gérer les erreurs, etc. Non, franchement, c'est un cours que j'aime présenter parce que c'est vraiment du concret et dans lequel je partage un petit peu ma propre expérience personnelle. Euh, pour le cas d'entreprise, on va imaginer une entreprise qui soit constituée d'une dizaine de développeurs et qui va activer dans le e-tourisme et qui va développer des plateformes de réservation en ligne pour les billets d'avion, les chambres d'hôtel, les excursions, etc. En fait, pour créer ce genre de plateforme, vous pouvez me croire, c'est un défi et un défi continuel. Et à chaque fois, la plateforme doit évoluer pour rester selon les standards du domaine. La concurrence fait des pressions pour que vous puissiez, de telle sorte que vous deviez vous mettre à niveau, etc. Mais partant sur ça, une petite startup qui a une dizaine de développeurs, c'est important. Pourquoi je parle du nombre de développeurs, c'est pour parler après de comment gérer les projets. Parce qu'on ne gère pas un projet de 10 développeurs quand on gérait un projet de 100 développeurs. Et puisqu'on est dans un esprit startup, on est plus dans une échelle de 10 que de 100. Si on parle de 100 développeurs, hein, comme déjà dans un esprit d'entreprise vraiment beaucoup plus grosse. Voilà. La question qui se pose, quel stack technologique on aurait besoin pour ça? Bon, qu'est-ce que c'est qu'une stack technologique? Aujourd'hui, en 2023, on ne peut pas se permettre d'utiliser qu'un seul logiciel, qu'un seul langage de programmation pour faire le projet de A à Z. On est obligé d'utiliser plusieurs types de langages, plusieurs types de frameworks pour différents aspects du projet. Et tous ces langages et frameworks qui vont s'assembler entre eux, communiquer entre eux, etc. Enfin, c'est pas vraiment le langage qui va communiquer avec un langage, mais plutôt le, on va dire, le logiciel produit par ce langage qui va communiquer avec un autre logiciel qui est produit par un autre langage. Tout ça, il faut les articuler entre elles, les technologies Hado. Et une fois que c'est articulé, on a ce qu'on appelle une pile technologique. Et en anglais, ça devient une stack technologique. Et il n'est pas rare en Occident, quand tu parles avec un développeur, il va te dire, il va te donner la stack pour laquelle il est pro. Il va te dire, hein, moi je suis un développeur front ou la back ou la full, c'est-à-dire qu'il est en même temps front et back, et je vais expliciter ce que c'est que front et back. Et il te dit, voilà, moi j'ai suis ces technologies en front, ces technologies en back, et des fois il te fait juste un diminutif, il te dit merde, c'est-à-dire qu'il utilise MongoDB ok, et, et React, etc. C'est-à-dire qu'il va lister en quelque sorte les technologies qu'il utilise dans sa stack. Voilà, donc cette startup, qu'est-ce qu'elle a comme système, comme produit? On va dire qu'elle a un client B2B et B2C, mais bon, ça, c'est pas important. On va dire que c'est un client B2B. Elle a un client d'administration pour les tours opérateurs. Elle a un client pour le contracting. Bon, ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de ce que c'est, mais on va dire que voilà, elle a un, 2, 3 et 4 systèmes en parallèle. Parce que ce que vous voyez, vous, lorsque j'utilisais le produit d'une entreprise, ce n'est que le produit vitrine, enfin, que le produit destiné au client. Il faut savoir que l'entreprise en question qui propose ce produit, elle doit avoir d'autres systèmes pour pouvoir gérer ce système. C'est ce qu'on appelle, nous, le back-office, d'accord? C'est pas le back-end, hein, c'est le back-office, c'est-à-dire que c'est une collection de logiciels qui va permettre aux administrateurs d'administrer le système, d'accord? Et bon, la plupart de ces systèmes vont interagir avec l'extérieur. Donc, c'est sur Internet, bien sûr, hébergé sur des serveurs. C'est important de préciser. Voilà, imaginons que c'est ce produit-là qui est proposé. C'est par exemple, on fait une recherche Gilles Alger, ça donne ce genre de résultat. Voilà, pour l'hôtel, on va dire qu'on fait une recherche d'hôtel sur Alger, ça donne ce genre de résultats, etc. Ça, c'est juste pour montrer à peu près quel genre de produit on va délivrer. Et justement, qu'est-ce qu'on doit utiliser comme technologie pour avoir ce genre de vue, pour avoir ce genre de système. On va parler rapidement de l'architecture. Mais avant de parler de l'architecture, j'aime bien montrer ce nuage de technologie. Ça, c'est possiblement toutes les technologies qui sont utilisées par
une startup pour un produit, pour proposer un produit en particulier. Ça paraît beaucoup et la plupart des développeurs de de cette startup sont obligés de tout maîtriser, tout. Bon, on va dire sur la quinzaine de technologies qu'on voit à l'écran, au moins 12, 13. Allez, 2, 3, on passe à côté de 2, 3, c'est pas grave, mais la majorité de ce que vous voyez là doit être maîtrisé par les développeurs pour pouvoir travailler dans une startup. Même si la personne est spécialiste dans le back-end, elle doit quand même connaître certaines technologies en front. Même si la personne est spécialisée en front-end, elle va quand même connaître, maîtriser certaines technologies en back. C'est essentiel. Je vais faire un petit tour rapide des technologies utilisées dans cette startup. Je dirais pas celle effective ou réelle, mais voilà, dans cette startup. Déjà, il y a le couple, enfin, il y a le triplet JavaScript, HTML et CSS. Donc ça marche ensemble. JavaScript, CSS et HTML. Je pense que tous les L3 savent ce que c'est. C'est des technologies que vous avez forcément vues dans les modules de web development ou de développement tout court. Et c'est la base d'Internet aujourd'hui côté navigateur. Côté navigateur, si on veut faire un truc, il faut que ce soit qu'il y ait de l'HTML, du CSS et du JavaScript. Même si on ne produit pas nous-mêmes du JavaScript, même si c'est du TypeScript ou autre chose, dans tous les cas, ça sera compilé vers ça, vers du JavaScript. Donc là, ça, c'est à connaître obligatoirement pour pouvoir travailler dans une boîte technologique aujourd'hui. Côté front, lorsqu'on développe, bon, rapidement ce que c'est que le front et le back. Le front, c'est ce que voit le client. D'accord? C'est ce qu'il a, c'est le produit qui s'affiche sur le navigateur. C'est tout ce qui est interface, HTML, CSS, etc. Plus la gestion des flux, des algorithmes assez qui peuvent être plus ou moins complexes pour traiter les réponses qui sont envoyées depuis le back. Justement, le back, c'est à quoi il sert? C'est lui qui va traiter les requêtes des clients, les requêtes HTTP. euh, avec un langage de type PHP ou Java et interroger la base de données, construire les réponses et faire en sorte que les réponses soient envoyées vers le front pour que le front l'affiche. Donc, les technologies back, ça c'est la pile back. Ce qu'on voit ici comme ça, c'est la pile back. Donc, en général, on a du PHP comme langage de base dans le back. Ça peut être aussi du Java. En général, c'est PHP Java qu'on voit dans les bacs technologiques, dans les startups. Assez souvent aussi, on voit du C Sharp. C Sharp pour tout ce qui est technologie .NET de Microsoft. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de Node.js. Node.js, ça veut dire que voilà, c'est une Node, c'est une technologie qui devrait figurer ici. Node.js, de plus en plus, elle commence à devenir une technologie full stack. C'est-à-dire que vous allez utiliser Node.js aussi bien dans le front que dans le back. Parce que Node.js est capable de gérer un back. Mais pour cet exemple-là, spécifiquement, je vais rester avec ça. Donc, côté front, on a Angular qui est un framework. C'est quoi un framework? Euh, En disant que c'est très difficile, enfin, ça prend du temps que d'utiliser directement ces langages-là. Parce que il y a des conventions, il y a des choses assez intéressantes qu'on pourrait faire, mais qui seraient très difficiles ou qui prendraient trop de temps à programmer nous-mêmes avec JavaScript. Donc pour ça, il y a des frameworks Angular qui sont, enfin des frameworks parmi lesquels il y a Angular, il y a pas mal d'autres, il y a React, il y a Vue, il y a Quick, il y a Solid, il y a pas mal de frameworks qui en sortent toutes les semaines, il y a même des blagues autour de ça, des frameworks JavaScript qui sortent très très souvent. Mais sachez juste que un framework, ça permet de faciliter la chose aux développeurs. Au lieu de tout développer avec JavaScript qui serait l'équivalent d'une brique, Angular et les frameworks, c'est des constructions logicielles qui vous permettent de générer des, des, des fronts dans ces technologies, mais de manière plus simple. C'est-à-dire que vous allez écrire plus efficacement et c'est Angular ou React ou un autre qui va, entre guillemets, compiler ce que vous avez écrit dans Angular vers JavaScript, CSS et HTML. C'est plus propre, c'est plus sécurisé et c'est plus optimisé la plupart du temps. Mais quoique écrire JS direct, c'est la manière la plus optimisée de travailler, même si c'est très difficile de faire un produit fini, technologiquement sécurisé, etc.
Lumen, c'est la même chose, c'est un framework PHP. PHP en lui-même, il est très dur à utiliser sans un framework. Enfin, très dur, c'est pas vraiment le mot, mais ça prendrait trop de temps, c'est trop sale à utiliser directement. Lumen, c'est un dérivé de Laravel. C'est Laravel qui est plus connu que Lumen. Et c'est un framework qui permet de faciliter beaucoup de choses dans la création de projets pour PHP. Il propose déjà ce qu'on appelle une architecture MVC, Model View Controller. Ça, c'est le minimum pour travailler dans un back moderne aujourd'hui. C'est Model View Controller. Même si aujourd'hui, la vue, c'est plus des réponses API, il y a plutôt des routages qui se font. Et, euh, et c'est un framework, Lumen est un framework léger qui permet de bien travailler avec PHP de manière propre en utilisant toutes les techniques modernes pour travailler dans un bac. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais voilà, tout ce qui est scaffolding, tout ce qui est ORM, etc., c'est proposé par Lumen et par Laravel, un système de helpers, un système de filtres, des middleware, etc. Tout ça, si il te proposait pas, un framework ne te proposait pas gratuitement, tu serais obligé de le construire à la main et ça prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Construire un framework, c'est vraiment très, très prenant comme temps. Et la base de données MySQL, je pense qu'il n'y a pas d'un étudiant L3 qui ne connaisse pas MySQL. Voilà, donc on a vu ces 6 7 technologies, d'accord? Il reste tout ça. Ça, c'est quoi? Bon, ça, c'est Git. Git et fork. Git, c'est ce qui permet de gérer les versions. Ça mériterait une partie du cours à elle seule. Ça, c'est parce que Git fonctionne avec une ligne de commande et ça devient très vite compliqué de comprendre comment évolue le projet. Ça, c'est la version visuelle de Git, d'accord? C'est juste un logiciel qui te permet d'avoir une vision interfacée avec une UI de ton versionnage de code. Le reste, c'est la technologie qui permet la communication entre le front et le back, d'accord? Parce que quand votre plateforme en ligne est déployée, tu as ça qui est chez le client dans son navigateur et tu as ça qui est chez toi dans ton serveur. Et il faut que les deux communiquent. On utilise le reste pour faire ça, d'accord? Ça, c'est tout ce qui permet le scripting, entre guillemets, Python, c'est très très utilisé pour le scripting. Le Go aussi, ça devient de plus en plus intéressant d'utiliser Go. Quoique c'est pas un langage de script, ça se compile, mais c'est très intéressant à utiliser. Il y a ces deux technologies, Native Script, quoique Native Script commence quand même à devenir vieux, et je déconseille aujourd'hui de l'utiliser. Native Script et Flutter, ça permet de créer des applications mobiles, d'accord? Et on a en bas des services en ligne qui permettent de faciliter le travail, Bitbucket et Jira Software. Bitbucket, c'est pour héberger le code, c'est un peu comme GitHub, pour ceux qui connaissent. Et Jira Software, vous voyez que ça ressemble, le logo se ressemble, c'est parce qu'ils sont tous les deux issus de la même boîte. Jira, ça permet d'organiser le travail entre les équipes. Je vais vous montrer des interfaces pour comprendre comment ça fonctionne. Et Elasticsearch, qu'est-ce que c'est? C'est un système non SQL. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ça permet de structurer de grosses quantités de données. Et ici, il est intéressant d'utiliser Elasticsearch pour les logs. Qu'est-ce que c'est que les logs? On verra ça plus tard. Voilà, comme pour toute application web moderne, l'architecture est un découplage complet entre le front et le back-end. Donc, pour cette boîte qui va créer le produit que je vais montrer tout à l'heure, il va y avoir deux projets qui vont marcher en parallèle, qui communiquent entre eux. Il y aura le projet back-end et le projet front-end. En général, comment fonctionnent ces boîtes? Tu as des gens qui sont spécialisés pour le front, qui vont bosser sur le projet front-end, c'est-à-dire qu'ils vont proposer les interfaces, et comment traiter l'information qui nous arrive du back, comment faire pour l'afficher au client de manière qui soit élégante, pour améliorer ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Leur but, c'est quoi? C'est que l'expérience utilisateur sur votre produit soit la meilleure possible. Et on a une équipe qui va bosser sur le back-end. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent des scripts, tout ce qui est métier. En fait, eux, leur travail, c'est de mettre la logique métier en marche. C'est-à-dire que c'est eux qui vont récupérer les requêtes depuis le front. Parce qu'à chaque fois qu'un client effectue une action, c'est une requête qui est envoyée vers le back.
Donc, ces gens-là vont prendre la requête, vont la décomposer, vont appeler enfin, ils vont appeler la fonction qui va prendre en charge cette requête. Il y a des appels vers la base de données, certainement, et ça peut-être des calculs qu'il faut faire, etc. Après, il faut construire une réponse sur laquelle on s'est mis d'accord entre l'équipe front et back. Et quand on se dit, quand on dit qu'on s'est mis d'accord, ça veut dire qu'il y a un document qui décrit l'API. API, un autre mot qui devra être expliqué plus tard. Et, et le back va répondre au front qui va s'occuper de, comme j'ai dit tout à l'heure, d'afficher la réponse. Et il n'est pas rare d'avoir quelqu'un ou deux qui sont full stack, c'est-à-dire qu'ils ont un pied là et un pied là-bas. Ils sont en quelque sorte le lien entre les deux équipes. Voilà à quoi va ressembler possiblement notre application. Là, c'est le côté navigateur, côté client. Donc, ça peut être quelqu'un qui a un Chrome, un Safari pour les macOS ou un Firefox. Et la stack technologique, la pile technologique qu'ils vont utiliser, par exemple, c'est du Angular. D'accord? Et quand on dit Angular, donc fatalement, on va utiliser du Node.js parce que Angular fonctionne avec Node.js en général. Et ce que va produire Angular après compilation, ce sera un livrable qui sera constitué à l'intérieur de pages HTML, de pages JavaScript et de pages CSS. Côté serveur, donc vous avez un serveur qui va dans 99% des cas rouler avec un Linux et très probablement avec une pile à Apache. Donc le web serveur, le serveur web SACOM va être une technologie Apache. La pile technologique que vous allez avoir, ça va être du PHP avec un framework Lumen. Quand je dis Lumen, ça veut dire que c'est du PHP. En fait, c'est juste pour dire que Lumen utilise PHP. Qui va peut-être discuter avec MySQL pour récupérer les informations utiles de la base de données. Donc, Lumen va s'occuper de, de traiter la requête, de bien de récupérer les données nécessaires pour faire la réponse, calculer ce qu'il y a à calculer, structurer une réponse, et Lumen renvoie ça à Angular qui va l'afficher dans le navigateur. Donc c'est ça en fait la stack technologique, les deux stacks technologiques qui vont être mises en place. Ça c'est un projet à part entière qui a ses développeurs. Ça c'est un autre projet à part entière qui a aussi ses propres développeurs. Et ça va utiliser une technologie REST, c'est une technologie, excusez-moi, c'est une technologie de communication HTTP entre les front et le back. Ça utilise le JSON aujourd'hui, donc c'est très très intéressant comme technologie. C'est le minimum à connaître pour pouvoir travailler dans des, sur des plateformes en ligne. Voilà, donc ça c'était pour l'architecture. Je vais par la suite détailler le côté front-end, de comment fonctionne le front. Et après, je terminerai, enfin je vais passer au bac. Et tout ça, ce sera dans la seconde partie qui viendra bientôt.